Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler en fait d'une notion que rabâche constamment mon coach et ami Jenny Bergandi, c'est créer le gap. Alors, rien à voir avec la ville qu'il y a dans les Hautes-Alpes, Gap, ou la marque de vêtements. En fait, il s'agit de créer tout simplement un écart. Et oui, je sais, en français, c'est tout de suite moins classe. Concrètement, en fait, il s'agit de créer un espace entre un événement qui va vous arriver et la réaction que vous allez avoir par rapport à celui-ci. Il s'agit en fait de reprendre le contrôle de ces réactions et de sortir tout simplement du mode automatique. Et en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une mince affaire parce qu'on a évolué de manière à savoir réagir rapidement, à l'instinct aux événements. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à nos ancêtres de survivre tout simplement parce que quand il y avait un événement, un danger qui se présentait, il fallait qu'ils réagissent très rapidement pour pouvoir soit fuir, soit combattre cet événement. Et donc forcément, en fait, c'est le mode par défaut sur lequel on est programmé. Quelqu'un fait quelque chose qui m'énerve, je lui crie dessus. Un comportement me choque, je réagis en fait avec émotion et je vais pointer du doigt le comportement en question en montrant à quel point il peut être stupide ou en fin de compte déplacé. Je dois affronter quelque chose qui me fait peur, je ne fais rien, ou je fuis, ou je deviens agressif. Et remarquez comme ce type de comportement dans la période dans laquelle on vit ont tendance à être un petit peu exacerbés, notamment sur les réseaux sociaux où c'est assez facile. En fait, on a le même phénomène que quand on est en voiture, on a tendance à s'énerver beaucoup plus facilement quand on est en voiture parce qu'on n'a tout simplement pas les gens directement en face de nous. Donc on donne plus simplement du klaxon, comme sur les réseaux sociaux, on a cette barrière en fait qui déshumanise un petit peu les autres. Ce ne sont plus que des profils, ce sont moins des personnes à part entière. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à se lâcher beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la diète numérique, je vous mets le lien ici en haut à droite. Et je vous invite aussi à aller voir le documentaire Netflix qui est sorti récemment, Derrière nos écrans de fumée. Pour ma part, c'est déjà un truc auquel j'étais sensibilisé, mais pour ceux qui n'en ont pas connaissance, ça va être assez révélateur. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur un rythme soutenu d'informations ou même de désinformation, de stimulus en fait ultra présent. Que ce soit dans les pubs dans la rue, sur les réseaux sociaux, même la télévision, qu'on peut même trouver maintenant sur les aires d'autoroute ou quand on va aller tout simplement faire notre course, ce qui est dit à la radio, etc. Au final, on se rend compte vite que cette avalanche d'informations est au final omniprésente. Et à ce niveau-là, est-ce que le confinement ne vous aurait pas donné une impression de ralentissement bienvenu en fin de compte sur cet aspect? Est-ce qu'il ne vous a pas donné l'occasion de réfléchir un petit peu en fait à votre mode de vie, à ce que vous faites en fait de vos journées, au sens que ça pourrait avoir pour vous? Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour ma part, je constate une vraie tendance suite au confinement de remise en question des gens, de leur vie, du sens que ça a pour eux, de ce qu'ils ont envie d'en faire, de là où ils voulaient vivre, des sacrifices qu'ils étaient prêts à faire par rapport à ça, ou ceux qui n'étaient pas prêts à faire tout simplement. Alors certainement que mon impression est biaisée parce que de par l'entourage que je peux côtoyer, j'ai naturellement des gens qui ont plutôt tendance à se poser ce genre de questions. Et je serais en fait assez curieux de savoir si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, que vous constatez vous aussi de votre côté. D'ailleurs, je discutais dernièrement avec le commercial d'un de mes concessionnaires et qui m'expliquait qu'effectivement, il y en avait plusieurs dans l'équipe qui, suite au confinement, avaient vécu des véritables remises en question. Certains ne sont carrément pas revenus bosser, d'autres ont démissionné ou d'autres sont en train de, en fin de compte, de négocier des ruptures conventionnelles de manière à pouvoir en fait faire autre chose de leur vie. Donc si vous aussi, vous avez constaté ce genre de choses, ça serait super sympa de le mettre en commentaire. Merci. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a une vraie tendance dans ce sens. Et la cause de ça, c'est tout simplement parce que, avec le confinement, vu qu'ils avaient moins de choses à faire, moins de sources d'information, moins de sources de distraction, ça les a forcés en fait à se poser et tout simplement leur a donné un espace pour réfléchir. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne nous a pas appris à faire, c'est tout simplement de se poser et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment faire de notre vie, de vraiment ce qui a du sens pour nous, de se poser des objectifs à moyen, long terme. Et on en revient en fait à la notion de stimulus et de créer le gap, tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une société où en fait on court d'un stimulus à un autre, on court d'une convention sociale en fin de compte à une autre. En mode automatique, c'est va à l'école, fais des études, trouve un boulot, trouve quelqu'un qui va partager ta vie, fais des gamins, achète une maison, achète une voiture, pars en vacances, pars en voyage, etc. Sans forcément se poser la question de est-ce que c'est vraiment ça qui nous convient?
Et on peut d'ailleurs choisir de voir ce qui se passe actuellement uniquement comme un événement catastrophique et réagir en fin de compte uniquement avec nos émotions primaires, donc peur, défiance, angoisse. Ou alors prendre du recul et se demander ce qu'on y pense, ce qu'on en pense vraiment nous, pas les médias, pas notre entourage, vraiment se faire notre propre opinion. Et à partir de là, une fois qu'on s'est fait vraiment sa propre opinion, eh ben, décider de la manière dont on souhaite y réagir, tout simplement. Alors je ne dis pas que c'est facile, bien entendu, puisque comme je disais un petit peu avant, on est programmé de base pour pouvoir réagir rapidement en mode stimulus-réaction, sans créer le gap, comme le dit Jenny. Mais il est possible de se reprogrammer vraiment petit à petit. Pour cela, il faut juste arriver à se créer cet espace entre le stimulus et la réaction. Quelqu'un vous a énervé, ne réagissez pas à chaud, vous attendez un petit moment et après seulement vous décidez de la manière dont vous allez réagir par rapport à ça. Quelque chose vous fait peur, prenez du temps pour déjà comprendre pourquoi ça vous fait peur et décidez ensuite la manière la plus appropriée pour vous pour affronter en fin de compte cette peur. Quelque chose vous enthousiasme et vous devez prendre une décision rapide par rapport à ça, un achat par exemple, ça c'est une technique assez commune de la part des vendeurs, de vous pousser à prendre une décision rapide pour ne pas rater l'opportunité. Le mieux c'est justement prendre le temps de laisser retomber cet enthousiasme de manière à prendre une décision aussi objective et pragmatique que possible. Pour illustrer mes propos, je vais simplement vous donner un exemple de parent. Quand votre enfant, ça arrive à tous les parents, il y a un enfant qui se met à crier de plus en plus fort, à faire de plus en plus de bruit. Vous pouvez réagir immédiatement en lui gueulant dessus, en lui disant purée, arrête de crier, tu commences vraiment à m'embêter. Pour rester poli, parce que bien sûr, c'est un travail aussi sur soi, d'apprendre à arrêter de dire des gros mots quand on a des enfants. Ou alors vous pouvez vous demander, tout simplement, pourquoi il crie. Parce que bien souvent, quand on a un enfant qui a un comportement inapproprié, c'est que l'enfant, il a quelque chose qu'il ne sait pas gérer. Il a besoin d'être accompagné en fait dans l'émotion qu'il peut avoir sur ce moment-là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a choqué et qu'il ne sait pas comment réagir à ça. Peut-être qu'il ne se sent pas bien parce qu'il manque de sommeil et qu'il ne sait pas comment réagir, comment en fin de compte s'y prendre pour pouvoir l'exprimer. Et peut-être que tout simplement de lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et d'essayer d'être en interaction avec lui, ça permettra de résoudre le problème sans avoir à lui crier dessus parce qu'au final on se sent mal et l'enfant aussi. Et ce genre de scènes elles sont assez communes je pense de voir des parents avec leurs enfants où les enfants n'arrêtent pas de crier et puis les parents n'arrêtent pas de leur dire arrête de crier jusqu'à ce qu'au final, l'enfant, comme ça ne l'aide pas à gérer la chose, il va juste continuer à crier. Et donc les parents, en fait, se mettent tout simplement à un moment donné à péter un câble et à punir l'enfant. Mais au final, effectivement, peut-être qu'il va arrêter de crier, mais en tout cas, ça ne l'aura pas aidé. Et en tant que parent, ça fait jamais plaisir de punir ses enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion en question, comme elle n'a pas été gérée, elle va être refoulée. Et à un moment donné, elle va ressortir d'une autre manière et ça ne sera pas très positif. En conclusion, je dirais que c'est un cheminement qui est long, effectivement, d'apprendre à créer ce gap entre stimulus et réaction. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, vous ne regarderez plus votre entourage et le monde de la même manière, mais je vous promets que ça sera pour le mieux. Et pour finir, une note personnelle, je parle de ça, mais ne croyez pas que je suis un maître en la matière. C'est un travail qui est, comme je disais, long et je crois qu'on n'a jamais fini de le faire toute sa vie, puisqu'en fin de compte, on lutte contre un instinct primaire pour pouvoir s'élever et devenir meilleur, en fait. Donc, travaille notre excellence personnelle. Mais on peut vite, en fait, retomber dans ces travers. Donc, ça se travaille et petit à petit, on progresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis, mettez-moi un petit commentaire sur votre propre retour d'expérience par rapport à la chose. Et comme toujours, la petite blague de fin. Un jour, un fou se tient sur le mur d'un asile. Un automobiliste s'arrête car il a crevé un pneu. Il veut visser sa roue de secours, mais il se rend compte qu'il n'a pas de vis. Le fou lui dit « Vous n'avez qu'à prendre une vis de chacun des autres pneus pour l'attacher à la dernière. » L'automobiliste surpris lui dit « Qu'est-ce que vous faites là du coup? Vous n'êtes pas fou ?» Et le fou qui lui répond « Si, je suis fou, mais je suis pas con. » Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.